Quand France. nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le Radio Libertaire, Arracaille, la 10e. La 10e. On y est arrivé. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Avec ce matin, toujours les mêmes. Igor, salut. Jean, salut. Yamina, bonjour. Maxime, bonjour. Et Jean-Christophe, salut à tous. Robert, voilà, on a fait le tour. Donc on va s'intéresser au cas tout à fait particulier d'Esther, Yamina, plasticienne, et de Maxime qui fait dans le collage. Il y a eu des grands colleurs comme Prévert, on va voir si ça le fait avec Maxime. Et puis Igor. Oui, avec ma petite histoire d'aujourd'hui qui s'appelle, comment elle s'appelle? Ah oui, Cabaret Paris. Elle parle des problèmes vestimentaires des sans-abri. Moi, je vous lirai un texte de Proudhon, qui est un peu le penseur de la maison. Ensuite, je vous raconterai très rapidement la vie de Géricault, celle de Donatello, et puis je finirai par 6 tapisseries de la fin du XVe siècle. Avec des expos? Et quelques expos, oui. D'accord. Tu devais nous faire une petite mise en poids en forme de remontage de bretelles. Oui, ça c'est destiné, je vais commencer 3 petits retours en fait sur les émissions précédentes. Le premier retour, c'est pour Igor, que j'adore. Moi aussi. La semaine dernière, il nous a chantonné une ode au président de ce beau pays, qui, je pense, n'est pas passé inaperçu sur Radio Libertaire. Alors, on suppose que l'immigré de la première génération remerciait chaleureusement l'immigré de la seconde ou de la troisième de lui avoir fait un peu de place. Je rappelle quand même que la notion d'humanité, chez Sarkozy, se réduit à peu près à un quota de 25 000 personnes à jeter dans l'année hors des frontières françaises, en dehors de toute considération sociale ou familiale. Alors il faut que tu saches, Igor, que si tu as pu passer à travers les mailles du filet, c'est totalement indépendant de la volonté du néant ferrois. Ah bon? C'est pas lui qu'il faut remercier, je sais pas qui, mais pas lui. Le bon Dieu. C'est de pire en pire. Je voulais aussi revenir juste quelques secondes sur une émission, ça c'est déjà plus éloigné, où il avait été question de Freud. Ma sœur, toujours aussi chérie, Françoise, dont c'est toujours le métier, l'analyse, m'a envoyé un petit texte très court, c'est 2 lignes, que Freud a adressé à son ami le pasteur Pfister le 25 novembre 1928. Je veux protéger l'analyse contre les médecins, contre les prêtres. Je voudrais lui assigner un statut qui n'existe pas encore. Le statut de pasteur d'âme séculier qui n'aurait pas besoin d'être médecin et pas le droit d'être prêtre. Alors quand vous avez des pépites comme celle-là, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer, nous en ferons la lecture. Vous pouvez les déposer en commentaire sur le blog http://arracaille.blogspot.com. Et puis je voudrais donner très rapidement là aussi des nouvelles de Raphaël qui nous a visité il y a 3 ou 4 semaines pour dire qu'il rend en fin d'après-midi sa première épreuve éliminatoire au concours d'entrée 2009 aux Arts Déco de Paris.
Je voulais vous donner le sujet, en fait. Que vous manque-t-il ? Vous identifierez ceux ou ces manques, vous le ou les décrirez dans le détail et le ou les situerez dans leur contexte. Vos commentaires dans leur totalité n'excéderont pas une page dactylographiée. Vous imaginerez ensuite une ou des situations permettant de combler ceux ou ces manques. Vos travaux ne devront pas excéder 10 feuilles au format A3. Et il a eu donc, le sujet a été mis en ligne vendredi à 14h et tout doit être posté avant ce soir. Ça va être difficile, non ? C'est très très difficile. Parce que moi, j'ai même pas compris ce qu'il faut faire. Moi non plus. Oui. Je trouve que, bon, si je tenais les gars qui ont imaginé ce sujet, je leur ferais passer le goût d'être examinateur au concours des Arts Déco. Mais je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Il a imaginé, en fait, d'utiliser ses faiblesses, de rebondir là-dessus, et c'est principalement la timidité. Intelligent. Et il a développé en fait un sujet autour de son manque de confiance en lui. Et alors je trouve ça très intéressant ce qu'il a fait parce qu'il a développé ça. Il s'est représenté en fait lui-même se baladant dans un tas de mondes plus ou moins hostiles, plus ou moins oniriques, toujours accompagné d'une béquille artistique. Notamment, il y a quelque chose de très beau qu'il a fait. Il s'est représenté lui-même dans une espèce il a fait de lui-même une espèce de statue complètement déjantée qui s'appuie sur la Vénus de Milo. Enfin, c'est très très original. Donc, je lance quand même un appel aux examinateurs. S'ils comprennent pas le potentiel qu'a ce gamin, c'est des cons. Merci Igor. Merci Igor. Enfin, en tout cas, ils n'ont rien à faire là, quoi, si vous voulez. Pour moi, c'est tout simplement le nouveau William Blake, et je pèse mes mots. Et moi, je pense aussi, parce que il faut se rappeler que quand il était chez nous, il y avait Marie-Christine Béguet, vous vous rappelez? Ouais. Et nous, avec Marie-Christine Béguet, on a croisé les doigts, et c'est grâce à nous qu'il va être admis. Merci Igor, merci Marie-Christine. Bien, c'était Radio Madame Irma, avec la collaboration vraiment soutenue de notre camarade Igor, qui y croit vraiment. Donc on va dire bonjour déjà à Yamina, salut, à Maxime. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases bien senties? Oui. Oui, Yamina. Alors voilà, je fais du dessin depuis toujours, mais j'ai pas eu de parcours classique, on va dire, parce que j'ai eu une formation art plastique j'ai passé un bac A3 art plastique, mais ensuite je suis passée à tout à fait autre chose. J'ai fait une fac de lettres et puis j'ai travaillé dans la presse pendant 5 ans et ça m'a saoulée, donc j'ai arrêté. Et puis naturellement, j'ai pas arrêté pour faire du dessin, j'ai arrêté parce que j'en avais assez de travailler dans ce milieu. Mais j'étais oisive et le dessin est revenu naturellement, voilà. Et tu en fais un métier? Pour l'instant, pas vraiment, mais je voudrais travailler beaucoup avant. J'ai fait deux expos pour l'instant. J'ai envie de faire d'autres expos et j'ai envie d'en faire un métier, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et tu es de Paris? De l'illustration, par exemple. Tu es de Paris? Tu es parisienne? Non, je viens du Sud. Bah, t'es bien placé pour faire des expos à Paris. Ouais, c'est pour ça que je reste ici, c'est la seule raison, parce que sinon, on irait en courant. De quel sud, Yamina? Saint-Raphaël, Nice. Ah, oh oui, d'accord, ouais, je connais. Toutes les grandes stars populaires viennent de Nice. Oui, enfin, c'est un fantasme niçois, ça. Ouais, c'est un bon point de départ pour devenir célèbre. Oui. Ouais, c'est un point d'arrivée quand on en est revenu. Voilà, j'irai mourir à Nice. Ah ouais, bien. Maxime? Moi j'ai une trentaine d'années, 30 ans même exactement. J'ai travaillé dans le milieu culturel depuis une dizaine d'années, accumulé nombre de déceptions. Donc j'ai décidé de faire ce qui me plaisait vraiment maintenant, qui est des collages que je faisais depuis je fais ça depuis l'âge de 14-15 ans, mais j'ai fait ça en dilettante, c'était plutôt un passe-temps. Et après, comme je viens de vous dire, avoir accumulé différentes déceptions, croyant à chaque fois faire ce que j'aimais vraiment professionnellement, et me rendre compte que ça me donnait pas forcément envie de me lever le matin.
Là, j'en suis arrivé à un constat où c'est la seule chose qui en ce moment m'épanouit et me donne envie de me lever le matin. Donc, je me mets tous les jours à mon atelier, travailler mes collages. Je fais même un peu de la peinture accessoirement en ce moment. J'ai des velléités à en vivre. J'ai fait quelques expos. Mon travail est bien reçu en général. Donc, pour l'instant, je suis sur cette lignée. Qu'est-ce que tu faisais comme job? J'ai travaillé comme vendeur dans la musique, comme attaché de presse, indépendant, comme attaché de presse en maison de disques, comme organisateur de soirées. Je travaillais principalement dans la musique. C'est ça, cette grosse déception. Ah, d'accord. Je me suis rendu compte que j'aimais trop la musique pour travailler dans la musique. Que ça me coûtait trop. D'accord. Donc, 2 déçus de la vie... Ouais. Non. Du showbiz et puis de la presse. Non, moi je suis pas déçue de T'es la pas presse. déçue de la presse, non je n'avais aucune attente avec la presse, c'est juste que je me suis rendu compte que le travail que je faisais ne m'a pas déçu, je corrigeais des pages, j'aime bien corriger des pages, mais c'est la vie en entreprise qui me fatigue, je n'aime pas tous les jours voir les mêmes gens, travailler avec plein de gens, voilà, je préfère travailler seul ou à 2. D'accord. 3. D'accord. Ok. Voilà. Non, mais la routine, en fait, et puis le milieu, c'est le milieu de l'entreprise, la vie de bureau, tout ça. Tu es né pour travailler en freelance. Oui, voilà, oui. Oui, d'ailleurs, je veux bien continuer à faire ce que je faisais, mon métier de correctrice, mais à la maison, et ça me va. Ça ne me manque pas de ne pas être avec des gens. Voilà. Oui, correctrice. Donc, il n'y a pas de déception. Qu'est-ce qu'elle fait, une correctrice? Elle corrige des textes. Elle est... Oui. Si tu veux, il y a énormément de gens qui écrivent comme des sabots. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je demande. Non, ouais. Et même des grands écrivains disent que sans correcteur, leurs livres sont pas publiables, quoi. Tu vois, c'est bourré de fautes d'orthographe, de fautes de syntaxe. Tu me laisseras ton contact, Yamina, parce que j'ai un deuxième livre que je prépare. Donc. Oui, je suis très chère. Bon, alors donc... Pourquoi cette grimace? Donc tu lui donnes pas son adresse, parce qu'il est très fauché. Je plaisante. Mais je faisais du secrétariat de rédaction aussi dans la presse. Ah, et d'accord. c'est pas que les fautes d'orthographe, c'est aussi gérer une équipe. Enfin, je suis incapable de ça. Ok. Déjà que j'ai du mal à me gérer moi-même. Bon, on en est tous un peu là. Je veux dire, ici, on n'est pas... Enfin, peut-être Jean qui se non. Vraiment? Enfin, si, mais c'est difficile de s'en vanter, quoi. Je déconne. Ouais. Le milieu de la musique, donc, si j'ai bien compris, tout le film, c'est un milieu pourri. Non, pas pourri, hein. Des gens doivent y être heureux, s'épanouir, c'est pas ma vision, c'est pas là que je m'épanouis. Parce que c'est pas pourri, c'est plutôt que ça a été en décrépitude. J'ai commencé vendeur, j'avais un rapport d'échange avec les gens. Et plus j'ai évolué dans les strates de l'industrie musicale, moins on parlait de musique, plus on parlait de business, plus ça devenait gros, mieux effectivement c'était des responsabilités, plus c'était... Mais au final, c'était du vent. J'ai travaillé en major, j'ai fait... et la dernière expérience que j'ai voulu faire, c'est le petit indépendant, et même là, je me suis rendu compte que non, ça me coûtait trop, j'aime la musique, j'ai pas envie de travailler dedans. D'accord. Ouais. Non, c'est bien dit. Ouais, voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Vous êtes toujours sur Racaille, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Mais oui, ça existe, c'est peut-être la dernière, on est peut-être 2-3 comme ça, mais enfin bon. On s'en porte pas plus mal. N'est-ce pas, camarade Jean-Christophe, dans votre petite cage vitrée? Oui. On attend ton petit commentaire, Jean-Christophe. Oui. Ouais, mais là, no comment, qui a rajouté à ça, mais effectivement, la musique, le milieu de la musique, il y a le point de vue intérieur et le point de vue extérieur, quoi. C'est ça qui est souvent dommage, c'est que les grands décideurs, les producteurs sont pas forcément des musiciens et des artistes. Donc, faut faire la part des choses et faut se préserver comme tout, quoi. Ça, c'est ce que, on parlait de ça, je sais plus quand, de consacrer sa passion à son métier, c'est le risque qu'on prend, c'est de sacrifier sa passion, quoi. Complètement, de plus avoir d'à côté. Je crois que c'est un peu ça,
tu voulais dire, Max. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et c'est le deuxième risque que tu prends maintenant à consacrer ta passion, ta passion plastique. Non, parce que j'ai jamais conceptualisé ou alors intellectualisé les collages ou l'illustration comme je l'ai fait avec la musique. Et c'est dans ce rapport d'intellectualisation je me suis trouvé vraiment face à des murs dans l'industrie musicale. Là, je suis vraiment frais dans ce milieu. Ouais. Je vais certainement en avoir des désillusions et je vais rencontrer des connards, je pense. Pas de soucis. Mais pour l'instant, j'arrive. J'ai des adresses. Hein. Ouais. Moi aussi, si tu veux, on peut t'en fournir. J'arrive frais et puis c'est ma passion qui est la musique, qui est de toute façon une soupape sur le côté où je me sens de toute façon plus équilibré maintenant. D'accord. Ouais, je crois que c'est vraiment ça, c'est une question d'équilibre, faut avoir un à côté. Je crois que c'est même, si je dis pas de bêtises en termes de psychologie, c'est même un des besoins fondamentaux de l'humain, de s'épanouir à côté, quoi. C'est pour ça que tu es dans la pièce à côté, toi, d'ailleurs. C'est ça. Je m'épanouis. Il y a de la vapeur qui sort de la régie, là. Attention, Jean-Christophe, quand même. Ménage tes neurones. Ouais, j'essaye. Un petit seed meter, si ça vous branche ou pas, c'était mon album de chevet pendant toute l'année dernière. C'est vachement bien. Je n'en dis pas plus.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, et toujours sans publicité, à Racaille, la 10e, avec Yamina, plasticienne, dessinatrice, ancienne correctrice, je vous dis pas, et Maxime, ancien musicos, qui vivait dans le milieu, dans le trip musical, et qui s'est reconverti au collage. D'ailleurs, il vient de rentrer dans ce magnifique studio, où Jean va nous causer dans le poste de notre camarade compagnon Proudhon. Oui, après Courbet la semaine dernière, Pierre-Joseph Proudhon aujourd'hui, avec lequel il a énormément communiqué. Proudhon, c'est 1809-1865, un extrait du principe de l'art et de sa destination sociale. Le premier qui, en dehors de ses attractions physiques et de ses besoins matériels, sut apercevoir dans la nature un objet agréable, intéressant, singulier, magnifique ou terrible, qui s'y attacha, s'en fit un amusement, une parure, un souvenir, qui, communiquant à son hôte, à son frère, à sa maîtresse son admiration, leur en fit agréer l'objet comme un témoignage précieux d'estime, d'amitié ou d'amour, celui-là fut le premier artiste. La petite fille qui se fait une couronne de bleuets, la femme qui se compose un collier de coquillages, de pierreries ou de perles, le guerrier qui, pour se rendre plus terrible, s'affuble d'une peau d'ours ou de lion, sont des artistes. Cette faculté est propre à notre espèce. L'animal, comme le philosophe d'Horace, n'admire rien, ne montre de goût en rien, ne distingue point entre le beau et le laid, pas plus qu'entre le juste et l'injuste. Il est sans amour-propre et sans délicatesse, sans bassesse comme sans orgueil, insensible à tout ce que nous appelons beauté et harmonie de la nature. Il se trouve bien comme il est, n'aspire point à la gloire, ne songe point à rehausser sa mine d'un ornement, à festonner son gîte. Il vit sans cérémonie et sans gêne, à l'abri de l'envie comme du ridicule. Il garde le souvenir de ceux qu'il aime, qu'il hait ou qu'il craint. Privé de son petit, de sa compagne, on le verra mourir de regret, mais il ne se fera pas une relique de leur dépouille et de leurs souvenirs, une sorte de culte. Libre, il consomme ses provisions en nature. On ne l'a jamais vu les faire cuire au soleil, les macérer dans le sel et les épices, ou les combiner entre elles de manière à multiplier ses jouissances. En fait d'art culinaire, il peut en revendre à la sagesse de Pythagore. J'appelle donc esthétique la faculté que tout homme a en propre d'apercevoir ou découvrir le beau et le laid, l'agréable et le disgracieux, le sublime et le trivial, en sa personne et dans les choses, et de se faire de cette perception un nouveau moyen de jouissance, un raffinement de volupté. Ainsi déterminé dans son principe et dans son objet, l'art se fait de tout un instrument ou une matière, depuis la plus simple figure de géométrie jusqu'aux fleurs les plus splendides, depuis la feuille d'acanthe sculptée sur le chapiteau corinthien jusqu'à la personne humaine taillée en marbre, coulée en bronze et érigée en divinité. Toute la vie va s'envelopper d'art, naissance, mariage, funérailles, moisson, vendange, combat, départ, absence, retour, rien n'arrivera, rien ne se fera sans cérémonie, poésie, danse, peinture, sculpture ou musique. Alors en conclusion, je dirais que pour Proudhon, l'art, entre autres disciplines, doit concourir activement à l'avènement d'une société meilleure, au sommet de laquelle il place la justice sociale. Cette éthique fondamentale subordonne l'art à la morale, exige de lui qu'il participe à l'évolution de l'homme et de l'humanité, bref, qu'il assume une fonction sociale. Un art coupé du social n'aurait qu'une faible valeur récréative. Pour Proudhon, le prototype de l'artiste libre, utile et conscient était Gustave Courbet. Nous reviendrons à Proudhon régulièrement. Merci beaucoup, Jean. Je voulais juste ajouter que du principe de l'art et de sa destination sociale est disponible aux presses du réel pour 18 €. Vous pouvez le trouver ou le commander à la librairie Publico, c'est 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Et on peut le commander à Publico aussi. Ils ont un site, attendez que je le retrouve. Non, je le retrouverai tout à l'heure parce que là je vais patiner. Sur Internet. Ouais, sur Internet. Oui, vous allez sur Internet, vous pouvez commander directement. Oui. Merci Igor. T'es plus lucide que moi ce matin. Mais t'as oublié de dire quand Jean a terminé, il a dit vous pouvez trouver ça à Publico. T'as oublié de dire bing, plein dans le mille. Pourquoi? Parce que la dernière fois tu as dit.
Ah ouais? J'ai dit bing plein dans le mille. Bing plein dans le mille! Ah, et non, ça manquait, hein. Ça va mieux. Ça va mieux. J'ai trouvé des petites jingles à envoyer comme ça. On va les enregistrer avant. Alors Yamina, on va revenir sur le métier. Oui. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Rien. Bon, alors non, rien. On Non. est en plein dans l'émission. Non, on mais les collectionne. Si On tu fait veux. jamais rien. Non, mais je dessine chez moi. Je fais du dessin. Je prépare une expo, mais rien n'est sûr encore. Il faut arrêter la date, mais bon, voilà, je prépare une petite expo Et comment pour le mois de mai. Ouais, d'accord, tu prépares une expo, mais bon, chez les plasticiens, d'une manière générale, les expos, c'est toujours un espèce de problème parce que les lieux d'expo sont payants alors qu'on devrait être payé pour exposer. Voilà. Non, Comment là- ça se passe pour toi? Là, dans cette galerie, je ne paye pas. Ah, Là, j'ai fait seulement 2 expos et je n'ai absolument rien payé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'était gratuit. Enfin non, c'était un bar et C'était un miracle. c'était 2 bars Oui, c'est en Irak. non, un miracle. Ah, Dans l'Irak, c'est pas tout à fait un miracle. non, j'avais compris en Irak. On paye pas. Non, on paye pas en Irak. On paye autrement, on ira. Oui, on paye autrement. On paye comment? On paye cher. Et Non. comment est-ce que on veut pas te pousser à nous dévoiler tous tes petits secrets d'atelier, mais enfin si on peut appeler ça comme ça. Mais comment tu trouves les lieux d'expo? Qu'est-ce que c'est ta démarche? C'est le copinage, c'est Maxime. Maxime. Bon, C'est beaucoup ça. Hein. À ce niveau-là, c'est au début de la cooptation, du copinage. Ouais. Après, ça permet de se faire voir un peu son travail. Puis là, on va passer, je pense, chacun dans une autre étape où on prépare. Moi, personnellement, je travaille sur une nouvelle série de collages parce que je pense que je suis passé une autre étape et après, on ira démarcher des gens. On n'est pas forcément dans un réseau d'amis. Quand tu dis une nouvelle série de collages, tu veux dire tu travailles sur un thème, tu travailles comment tu bosses? C'est plus, j'ai pas de thème. Vraiment, non, j'ai une façon très impulsive de créer, mais je sens qu'il s'enrichit, donc je sens que je passe à une autre étape. D'accord. Et je veux vraiment essayer d'épanouir cette partie-là, une nouvelle façon que j'ai de travailler. Et donc ça, je sens que quand je serai arrivé, je serai satisfait de mon travail, j'irai démarcher pour avoir une nouvelle expo, puisque j'en ai fait une récemment dans une petite galerie Mycroft où Yamina justement devrait exposer. Elle se trouve où cette galerie? Elle se trouve rue Ternaux. C'est dans quel coin? C'est dans le 11e, en fait. Ouais, C'est juste à c'était côté de l'ancienne, Parmentier. c'était l'ancienne rue de la librairie Publico, la rue Ternaux, avant qu'elle vienne rue Hamelot. Ouais, d'accord. Bon, on est. Ouais, je crois que là, on a besoin de travailler pour l'instant. On n'est pas dans une démarche directement commerciale pour l'instant, en tout cas. Enfin, je crois que oui, je crois d'en que vivre en tout cas. Bien sûr. On n'est pas là. Non, c'est bien. On n'y pense pas en premier. Ouais. Ah bah ça, Mais, je suis content de l'apprendre parce que. Mais j'aimerais bien y penser quand même Ouais. parce que c'est pratique. Mais ça viendra. Ça viendra. On arrive un petit peu à vendre des dessins. Ouais. Des Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Ah. Ça viendra quand vous sentez que il faut penser à côté commercial, vous allez le faire. Quoi. Oui, voilà, ça se fait naturellement, je pense. Ouais. Mais il faut vraiment travailler, c'est du travail, beaucoup de travail, et on s'améliore en travaillant, et puis voilà. Mais je pense, oui. Non, mais On le c'est bien. constate. C'est pas le discours habituel de beaucoup de jeunes plasticiens qui pensent. Jean pourra nous en dire un mot s'il veut nous le répéter, même à toutes les émissions nous le rappeler. Beaucoup de jeunes artistes. Mais ça c'est un peu nouveau. Je sais pas. Enfin, moi, je sais pas. Bon, malgré mes siècles quand même. Mais de faire passer avant la passion, avant le désir de faire passer les questions d'intendance, quoi. C'est maintenant un jeune artiste qui dit pas tiens voilà comme tu l'évoques Yamina ou comme tu l'évoques Maxime de dire bon il faut travailler, c'est combien je vais gagner. Ouais, ils sont sur une pression de leur entourage. Ouais, ça c'est le système qui est comme ça maintenant, quoi. La valeur c'est le fric, le reste ça compte pas. Bien. On va continuer après à développer ces choses-là.
Toujours sur Arracaille, Radio Libertaire. Je vous répète, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Pensez aussi que pour écouter Radio Libertaire, ça coûte de la thune. Alors de temps en temps, on fait la manche. Il y a une carte d'auditeur qui coûte 20 €. Quoi, c'est bon. Pour certains, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est possible. C'est rue Amelot, la rue libraire Publico, que vous pouvez vous la procurer. Et je peux vous la montrer à la radio, c'est pas très pratique. Non, pas très pratique. Mais Publico, vous pouvez y aller. Là, je pense pas qu'il l'envoie par la poste. Et puis aussi, on a nous les anards, un journal qui s'appelle Le Monde Libertaire, que vous pouvez aussi, auquel vous pouvez aussi vous abonner ou acheter en kiosque. Il y en a dans les kiosques, pas dans tous les kiosques, mais dans certains. Voilà, Jean-Christophe. Ouais, moi j'avais demandé à Max de me ramener des scuds, hein, du coup des disques, comme il est dedans, donc je le montre pour tous nos auditeurs, voilà. Comme ça, tous les auditeurs le voient. Et c'est The Resident. The Resident, morceau s'appelle Weatherman. C'est ça, hein? Weatherman. Weatherman. Voilà. Donc je vous laisse savourer ce doux morceau.
Arakai, blablabla, et je passe la parole à Jean tout de suite. Il est tellement impatient, il piétine, donc avant qu'il me griffe. Oui, après le radeau de la Méduse la semaine dernière, j'ai envie de vous dire quelques mots sur celui qui l'a réalisé, Théodore Géricault. Il naît donc à Rouen en 1791. Durant sa courte vie, il n'aura que 2 passions, l'art et le cheval. En 1808, à l'âge de 17 ans seulement, il entre dans l'atelier de Carl Vernet qui s'est spécialisé dans l'étude des chevaux. Il se lie avec son fils Horace, lui-même peintre, qui deviendra fameux en son temps pour des peintures historiques assez convenues. Aujourd'hui, il est surtout connu parce que Conan Doyle lui a fait l'honneur d'en faire le grand-oncle de Sherlock Holmes. Ne me demandez pas pourquoi. En 1810, il quitte l'atelier de Vernet pour celui de Guérin, un petit maître néoclassique, puis rejoint en 1811 les Beaux-Arts de Paris. C'est au salon de 1819 qu'il présente au public son œuvre la plus connue et la plus controversée, le radeau de la Méduse. En avril 1820 et pendant plus d'1 an, accompagné d'un lithographe de ses amis, il sillonne l'Angleterre avec une exposition itinérante et en profite pour pratiquer frénétiquement l'équitation et la peinture de chevaux, comme le presque aussi fameux Derby d'Epsom. Mais il peint aussi les chevaux dans leur dur labeur de travailleurs agricoles. Puis il rentre à Paris en passant par Bruxelles, où il est allé saluer David, alors en exil. Il y retrouve Horace Vernet, qui partage toujours avec lui la passion de l'équitation et de la peinture. Un jour qu'ils sont lancés tous les deux dans une course de cheval effrénée, Géricault fait une lourde chute. Il est tout de suite ramené chez lui à moitié inconscient. Un abcès qui s'est formé côté gauche est traité avec succès, mais une lésion à la colonne vertébrale n'a pas été diagnostiquée. Pour autant, Théodore est vite debout et il reprend sa vie désordonnée entre peinture et chevaux. Il est alors propriétaire d'une véritable écurie dans laquelle il engloutit à peu près tout ce que lui rapporte sa peinture. Bizarrement, celle-ci s'oriente alors vers la description de la souffrance, l'expression des névroses et l'évocation de la mort, pendant que ses lésions s'aggravent sous l'effet de nouvelles chutes de cheval. Il visite plusieurs fois la Salpêtrière et en ramène une série de portraits d'aliénés mentaux, dont il reste aujourd'hui 5 toiles très impressionnantes. Une nouvelle chute de cheval l'oblige à s'aliter en février 1823. Il ne se relèvera jamais et mourra près d'1 an plus tard, laissant inachevés de grands projets de peinture sur le thème de la traite des Noirs, de l'abolition ou de l'esclavage ou encore de l'Inquisition. Disparu à seulement 32 ans après une vie passionnée et tumultueuse, Théodore Géricault demeure comme l'archétype de l'artiste romantique. Merci Jean. Sympa. Et je dois dire, Horace Vernet, vous pouvez voir ses chefs-d'œuvre pompiers, maritimes, justement rue Vernet à Avignon, au musée Vernet. C'est vraiment des tartines. Ouais, lisez plutôt Conan Doyle. Oui, ça fait plus rêver. Et au Louvre, il y a, quand on avait parlé la dernière fois de radeau de la Méduse, il y a 2 radeaux. Il y a un petit radeau qui est pas fini, un grand radeau qui est fini, qui est à côté de la Croix, je crois que c'est dans la salle de la peinture française. Mais le petit radeau, il est en 2e étage et on voit bien comment il a dessiné d'abord en crayon. Et ensuite il a évolué avec la couleur, tout ça, mais c'est vraiment intéressant de voir. Okay. Justement, à propos d'histoire de l'art, vous êtes des jeunes artistes plasticiens. L'histoire de l'art, ça vous dit quelque chose, ou vous pensez qu'on est des héritiers de ces gens-là, qu'on doit, parce qu'il y a quand même des tendances dans l'art contemporain, moi que je respecte tout à fait, mais qui pensent que l'art vient de naître et qu'avant il n'y avait rien et qu'après il y aura probablement plus rien. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous positionnez par rapport à ça? À quel niveau? Enfin, l'histoire de l'art, ça... Dans votre travail, est-ce que votre travail, est-ce que vous pensez que vous êtes, vous continuez quelque chose ou que vous... Ah oui, si on s'inscrit dans l'histoire. Oui, c'est ça. Sans prétention, hein. Ouais, c'est difficile de dire. Mais il y a une jeune fille qui s'inscrit, elle a fait un bise, un tableau remords, comme ça, on peut s'inscrire. Ouais. Non, mais je pose la question, c'est pas nécessaire forcément d'y répondre, mais. Si. Mais peut-être que vous êtes encore trop jeune pour y répondre. J'ai pas de recul, moi, encore. T'as pas de recul, c'est ça. Et avec l'histoire, il y a forcément un recul. Ouais, je comprends. Et toi, Maxime? Moi, je dirais oui, ouais. Ouais. Puisque je manipule comme média, mes sources, je pense que je m'inscris forcément dans une histoire.
Et de fait, je m'intéresse à l'histoire de l'art, mais en créant. Oui. Avant, ça m'intéressait, l'art, ça m'a toujours touché. Mais j'ai pas eu cette démarche d'aller forcément vers, et là, maintenant, ça m'interpelle plus, puisque justement, peut-être que je comprends plus le processus, l'évolution. Donc, je m'intéresse à certains artistes parce que des choses me parlent à travers leur œuvre. Je vois qu'à la fin, je fais une aparté sur la fin, mais vous allez parler de l'exposition d'Asger Jorn. J'ai vu comme ça un dessin de lui et j'ai été touché juste par le dessin parce que je travaille sur des couleurs aussi, donc j'ai été voir tout de suite. Ça m'a intéressé de le replacer dans un cadre. Donc l'histoire de l'art, ouais, ça m'intéresse. Je pense m'inscrire de fait forcément dedans. Je pense qu'on peut pas être créé ex nihilo. Ouais, j'ai un rapport un peu particulier avec ça parce que quand j'étais au lycée, j'étais donc en art plastique et ce qui m'a réellement passionnée, c'était pas du tout de dessiner à l'école avec les autres, mais c'était la partie histoire de l'art que j'ai continué à la fac. Et en fait, c'est ce que j'ai retenu. Enfin, j'ai du mal à m'inscrire dans l'histoire. Je sais pas comment dire, mais j'ai séparé les deux, l'activité plastique et l'histoire de l'art. Non, mais parce que je pose la question parce que c'est quand même une question difficile. Non, enfin, elle est difficile peut-être quand on est un jeune artiste, quoique Maxime il répond très bien. Oui. Bon, Yamina et si pour un artiste c'est très jeune. Oui. Moi, j'ai pas la culture qu'a Yamina par rapport à l'art. Donc ça me pose pas de problème, j'ai pas à dissocier. Non, moi, comme je disais, j'arriverais, Yamina a une grande culture sur la peinture, moi bah, t'en as plus que moi, c'est indéniable. Non, mais moi, je pose la question parce que, évidemment, c'est pas innocent puisque je pratique moi-même, voilà, et c'est quelque chose de récent chez moi. Pour ça, je suis un peu étonné que Maxime soit, mais en même temps, avec son histoire toute récente avec la création plastique, ça m'étonne pas vraiment. Mais moi, je m'inscris seulement tardivement, après quelques siècles, comme vous le savez, dans l'histoire de l'art. Quoi. Je veux dire, voilà, c'est venu plus tard, beaucoup plus tard. Alors beaucoup moi, plus c'est récemment. venu très tôt, et moi, mon prof m'a dégoûté du dessin, voilà. Donc, et en revanche, pas. Professeur, alors. Voilà. Il m'a dégoûté des écoles. Je sais pas si c'est une bonne carrément. chose. Peut-être que c'est une bonne chose. Il a rempli sa fonction. Et du coup, j'ai mis de côté le dessin, mais pas l'histoire de l'art. Voilà. Enfin, pas l'histoire de l'art avec les artistes. J'ai une question d'un auditeur qui demande l'adresse du bureau d'inscription dans l'histoire. Enfin, il voudrait avoir l'adresse du bureau des inscriptions. S'inscrire dans l'histoire de l'art. Ah oui, mais là tu pourras répondre à l'auditeur que c'est le frelon là-bas dans sa petite. La NPE. C'est pas. La NPE. On file pas l'adresse comme ça. Tu pourras lui dire c'est une adresse qu'on se refile entre nous, mais pas à l'extérieur. Bien. Et voilà, ces questions-là sont importantes aujourd'hui parce que je crois que, comme pour l'histoire sociale qu'évoquait tout à l'heure Jean à travers l'œuvre de Proudhon et son regard sur l'œuvre aussi de Courbet ou à travers l'œuvre de Courbet, l'art doit s'inscrire dans une démarche où le social n'est pas complètement exclu, quoi. Ce qui pour beaucoup d'artistes est vraiment la terra incognita, parce que pour eux, faire des couleurs, faire des formes, faire des compositions, voilà, ça se limite à ça. Ils ont aucune idée de l'implication de l'art dans le social, alors que l'art est partout dans la société, pas forcément sous forme de peinture, pas sous forme de musique, mais comme l'expliquait Jean, quelle fête, quel mariage, quelle communion, quel enterrement, quel bar mitzvah, quel je sais pas quoi, on peut évoquer toutes les traditions religieuses, les traditions laïques, etc. Il y a toujours une manifestation de l'art derrière tout ça ou dans tout ça, quoi, je veux dire. Voilà. Et alors qu'on l'ignore un peu, et je pense beaucoup, et peut-être de plus en plus en ce moment, où, comme je le disais tout à l'heure, et je crois que c'est vraiment déprimant, c'est que c'est le fric qui est l'étalon de tout maintenant, quoi. Et que l'art, s'il est pas accompagné d'une cote, et une cote, il faut qu'elle soit un maximum, voilà, ça veut rien dire, c'est rien, quoi. Alors qu'on a des artistes, moi je pense particulièrement à l'art brut ou à l'art singulier,
où il y a des artistes extraordinaires qui ont aucune idée de ce qu'est une cote, de ce qu'est un marché, etc., et qui font un vrai travail d'artiste. Parce que c'est devenu un marché, surtout là. C'est pour ça que c'est... Oui, bien sûr, tout est devenu marché. C'est un marché, donc c'est pour ça qu'on a des gens comme Jeff Koons qui deviennent des artistes, parce que c'était avant un trader et qu'il a incarné d'adresse d'acheteur, quoi. Il était artiste. Non, là, il y a une petite confusion là qui est partagée par la plupart de nous, mais il était à la base un artiste. Si tu veux, il est devenu trader pour pouvoir financer son travail, parce qu'il faisait des sculptures géantes qui coûtaient la peau du cul. Il avait pas de thunes pour les réaliser, et il a fait ce job dans la finance pour pouvoir faire exécuter son travail, quoi, tu vois. Mais moi je crois que c'est vraiment un artiste très exigeant quand on sait un peu comment il fonctionne, quoi. C'est pas complètement. C'est même sans parler de la qualité de son travail, c'est juste qu'il a de fait par ce biais-là trouver le réseau. Oui, bien sûr, aussi. Mercantile à son âme. Absolument, oui. Oh non, parce qu'il y a toute une pléthore de gens dans ces milieux friqués, qui brillent par ça, quoi, tu vois, qui... Il y a les gens qui brillent, il y a aussi, c'est devenu un secteur d'investissement, là. Oui, voilà, c'est ça. Les gens qui gèrent des portefeuilles de finances leur disent, investissez dans un Renoir, si vous avez 50 millions d'euros, c'est mieux que d'aller mettre 50 millions dans une société, quoi. Et il y a des malins, des artistes, qui achètent une place dans un catalogue d'une maison des ventes. Tout à fait. Et qui disent, je suis coté. Bien sûr. Oui. Non, mais ça, c'est tout le petit business un peu crade qui est autour de ça. Enfin bon, on va pas se répandre là-dessus. N'est-ce pas, cher Christophe? Il y a des malins qui achètent nos dessins et nos collages aussi. Bien Ils sûr. investissent et tout à fait. Dans 10 ans. Ça, c'est bien. Enfin, c'est pas la bonne démarche, à mon avis. Dans 10 ans, ils seront très riches. Oui. Ouais, moi ce que j'en dis. C'est très bien, Christophe. Là, on est séché, là, de dire. Mais non, mais c'est toujours la grande question de l'art et de l'industrie ou du commerce de l'art. Enfin, je crois que c'est pas la question que doit se poser l'artiste en premier lieu. Après, c'est une consécration d'être connu, reconnu et vendu. Je sais pas en tout cas, ça doit pas être, je pense, le moteur premier de la création. D'accord avec toi, Christophe. Des artistes qui ont été méconnus de leur vivant et qui sont restés Van Gogh. Ouais, c'est ça. Et j'ai entendu dire un bon artiste est un artiste mort. Mais oui, mais bien sûr. C'est débile, mais c'est à peu près ce que m'a gentiment laissé entendre mon collectionneur préféré. Ouais. Bon, moi j'ai une petite musique pour faire plaisir à tous nos amis anarchistes. C'est un hommage à Jacques Brel par Parabellum dans les ports d'Amsterdam. Je vous envoie ça, c'est très sympa.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille la 10e, avec, autour de cette table prestigieuse, Jean, Igor, Maxime, Yamina, Roro, et dans la cabine, ce cher Jean-Christophe, qui est maintenant tout de suite, à l'instant même, sans attendre, la petite histoire parisienne d'Igor. Voilà. À chaque fois, quand je suis sur la rue de Rivoli, et je vois les jeunes filles touristes courir d'un magasin des fringues à l'autre, je pense à des vestiaires dans les établissements sociaux. Un vestiaire, c'est en fait une place de taille différente dans chaque établissement. Donc une pièce remplie de vêtements et chaussures rapportés par des gens. Ces objets vestimentaires sont en général usés, portés une ou deux fois, bon, voire plus, mais toujours propres, d'après mon expérience. Accéder dans un vestiaire en étant SDF, on peut uniquement par notre assistante sociale, qui nous remplit à bon pour un vestiaire défini. L'hiver dernier, c'était la dernière fois quand je suis allé moi-même chercher les chaussures dans un vestiaire de la Croix-Rouge française qui se trouve place d'Italie. Mon éducatrice Sandrine m'a rempli à cette époque, c'était à l'automne il y a 1 an et quelques, donc elle a rempli un formulaire pour le vestiaire en question et ensuite j'ai pris le schéma pour la Croix-Rouge. Pas encore à place d'Italie, mais d'abord au centre, quelque part dans le 14e arrondissement si je me rappelle bien. Là-bas, ils m'ont enregistré dans leur fichier et ils m'ont rempli le bon, cette fois pour le vestiaire à place d'Italie. Le bon était pour un après-midi précis, donc fallait le prendre en sérieux. Chez la Croix-Rouge, on voit qu'ils ont une grande expérience avec leur travail, dans leur travail avec les gens en précarité, parce que tout marche comme sur des roulettes. Et moi, j'ai vraiment trouvé des belles chaussures que j'ai portées l'automne, l'hiver et le printemps dernier. Donc ça, c'était pour l'introduction de mon histoire parisienne d'aujourd'hui, qui s'appelle Cabaret Paris, et qui se déroule dans le 9e arrondissement, quartier de la Trinité. Cabaret Paris. Ce que les touristes qui viennent à Paris pour voir le spectacle ne savent pas, c'est que les plus grands artistes de cabaret se concentrent 2 fois par semaine derrière l'église de la Sainte Trinité dans le 9e arrondissement. Heureusement d'ailleurs qu'ils ne savent pas, car sinon ces génies de la scène perdent leur intimité si nécessaire pour leur création. Avant, ils ont réfléchi, monté leurs pièces pendant des jours, voire des semaines dans leur tête, tout en théorie. Ensuite, chacun a vu son agent, qui est appelé par le nom professionnel assistant social, mais les pros du cabaret savent bien que c'est un vrai manager qui leur permet aussi d'avoir un grand choix de costumes. Aujourd'hui, ils sont prêts. Leur impresario leur a rempli un ticket pour le vestiaire professionnel qui se trouve juste derrière la Trinité. En ce lieu, ils franchissent l'étape finale de leur transformation. Là-bas, ils expliquent leurs besoins et ils rentrent à l'intérieur pour choisir. Le choix est énorme. C'est pour eux un moment magique, car là, ils sont proches de leur gloire artistique. Seulement, il ne faut pas se tromper dans les couleurs ni dans la taille. Mais comme ce sont des vrais professionnels, tout se passe bien. L'inconvénient de cette profession magnifique, c'est que les stars de Cabaret Paris sont obligés de porter leur costume malgré le météo, ce qui peut être un peu gênant quand ils se trouvent en t-shirt au mois de janvier ou en fourrure en plein été. Mais comme ce sont les grands professionnels de leur métier, ces petits désavantages les laissent complètement indifférents. Merci Igor. De rien. On revient vers Maxime et Yamina. J'ai envie de leur poser une petite question, pas piège, mais une petite question un peu impertinente. L'artiste face à l'autorité, quel rapport vous avez avec l'autorité, tous les deux? En tant qu'artiste, en tant que personne?
D'abord en tant qu'artiste, et puis après on peut dériver sur en tant que personne, mais les artistes, quel rapport ont-ils avec l'autorité? Qu'est-ce que c'est l'autorité pour un artiste? La censure, Il y en a pas. la morale. Faut pas que le... Ouais. Et comment on réagit en face de ces choses? De façon espiègle ou... Non mais Ça c'est bien. je sens. J'aime bien la réponse. Oui. Non, je sens. Moi, je sens pas d'autorité. Enfin, je sais pas. Ah ouais? Non? Tu sens pas l'autorité? Non, Non. Bien. je la sens pas. Donc. Et le citoyen non plus ou la citoyenne non plus? Non, pas pour l'instant. Non. Pas pour l'instant. Bien. Faudrait peut-être. Ouais. Et toi, cher Maxime? En citoyen, j'entraîne un lourd bagage d'autorité. Je la sens très lourde. Ouais. Ouais, Tu peux- l'autorité, la dérive, là. Ouais. Ouais, je suis plutôt quelqu'un d'assez... Enfin, je trouve pas de terme exact, mais assez blasé sur la société. Ah oui, oui. Je trouve que là, ça prend vraiment une tournure de pire en pire. Ouais. Ouais. Pas tant dans justement l'autorité que plus dans une espèce de décadence des gens. Les gens Ouais. deviennent de plus en plus bêtes. Ça me tue. L'autorité, ça permet peut-être de créer, à certaines personnes de s'exprimer, de créer, de faire des choses justement. C'est En face de En- pour répondre. pour répondre et Ouais. réagir. Oui. Réagir. Ça peut être une bonne chose. Ouais, ouais. Mais quand il n'y a pas d'autorité, moi je sais que si je sentais une autorité, j'aurais envie d'aller contre. Hein? Mais je ne sens pas d'autorité. Il faudrait que Je t'ailles- m'inscris pas dans une Ouais. sorte de rébellion. Ouais. Non, Ouais. pas pour l'instant. Moi, j'enrage Je me continuellement sens tous les pas matins en lisant mon journal. Oui, c'est ça, tu lis le journal. Toi. Oui, justement, je te comprends tout à fait, Amina, parce que je regarde pas la télé, je lis pas Non, moi le non journal, plus. donc je sens pas non plus à tel point l'autorité comme vous, par exemple. Ah ben non, moi je lis pas la journal. Non, je ne. Moi, je lis la télé. Oui. Je ne lis pas la Mais télé. toi qui n'aimes ni pas la l'autorité par principe. ni les radios, mais je la sens quand Ça même. permet quand même à Igor de chanter les louanges de Sarkozy, Oui. Entre autres. comme il l'a fait la semaine dernière, mais c'est pas pour remuer le couteau, hein. Non, c'est sûr que si on compare ces situations-là aujourd'hui avec une situation qui était peut-être il y a 10 ans, où quand je suis venu en printemps 89 en France pour la première fois, c'était à l'époque de François Mitterrand, on voit la différence, ça c'est sûr. Mais j'ai évolué aussi, donc maintenant, à l'époque j'avais 23 ans, aujourd'hui je dis pas parce que les filles disent pas leur âge. Alors je vais pas dire non plus, mais je pense que on peut voir le changement. Ouais. Ouais. T'es content de ma réponse, Jean? Non, mais ce serait une autorité répressive, comme il y en avait, enfin, lorsque les artistes créaient, qu'ils étaient brimés, refusés, les œuvres qui choquaient, tout ça. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, Non, mais ça, oui. à part quelques, justement, on parlait de Jeff Koons qui a beaucoup choqué un Bourbon, je sais plus. Oui, enfin, il choque. Et pense que c'était voilà, un mais c'est Versailles, une non minorité, ça. Oui, non, mais oui, bien sûr. Justement, la non. tendance, c'est Ouais. de dire oui, c'est cool, on s'en fout. Enfin, Ouais. Non, je sais pas si elle s'exprime comme ça pour les artistes, l'autorité. Elle s'exprime voilà surtout comment elle par. s'exprime, c'est ça. Elle s'exprime par le peu de moyens mis à leur disposition pour justement pour montrer leur travail. Voilà, je veux dire, on est par exemple. Dans les politiques culturelles, alors. Voilà, dans la politique, Oui, tout à fait, bien Mhm. sûr, qui est tout à fait répressive. Enfin, là, bon, oui, oui. ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Parce que bon, on a un espèce de ministère de la culture. C'est le seul pays du monde qui a un ministère de la culture. Peut-être à part en Chine aussi, ils ont un ministère de la culture. Mais voilà, mais ce ministère de la culture, il ne travaille qu'avec une petite partie du microcosme, les copains des copains des copains, quoi. Voilà, il y a dans un pays où la politique de l'État, où c'est l'État qui fait la politique artistique, enfin c'est un petit peu con comme expression, mais bon voilà, on n'est pas à la Sorbonne,
Et il y a des milliers d'artistes, et dans ces milliers d'artistes, enfin il y en a 45 000 qui sont référencés à la Sécu, à la MDA, 45 000. Il y en a combien qui vivent de leur art sur 45 000? C'est même pas signifiant au point de vue des statistiques, ça doit être 0,0 je sais pas %. Et ça veut pas dire qu'on doit assister forcément les artistes, mais qu'on doit leur permettre, parce qu'il y a des lois quand même, par exemple le droit de présentation. Une expo, normalement l'artiste, on doit le payer pour qu'il expose, mais il faut les chercher les artistes qui sont payés quand il faut une expo. Voilà, il y a des choses comme ça, c'est des exemples tout simples, mais c'est un moyen de, je veux dire, quand on respecte pas les choses aussi basiques que ça, quand les crédits sont réservés à une minorité, à je veux pas dire une élite, une minorité, c'est un moyen de peser sur la création, d'une certaine manière. Et on est en plein dedans, là. Alors, ça se sent pas forcément, à votre niveau, mais ça existe. Dans la musique, je l'ai senti, par Tu exemple. l'as senti à dans la travers musique. des années d'expérience, je l'ai senti. Je sens bien que toutes les subventions vont à Cécilia Bartoli pour la musique. On voit qu'est-ce qui bouffe les enveloppes culturelles. Voilà, c'est ça. Exactement. Bien, ouais. Voilà, c'est pour ça que je voulais évoquer un petit peu l'autorité dans ce milieu, dans ce marécage. Et vos espoirs, qu'est-ce que vous espérez, enfin, qu'est-ce qui vous, vous êtes des créateurs, vous allez vous exposer, vous voulez y consacrer votre vie, mais ça, vous êtes motivé par, il y a des espoirs quand même, il y a quelque chose, voilà. Oui. Alors, c'est quoi? C'est long. C'est vague. C'est pas des espoirs. C'est divisé. Moi, j'ai un espoir artistique qui sera d'épanouir, d'arriver à matérialiser ce que j'ai envie de faire passer quand je crée, et de m'épanouir sans cesse, de nourrir mon art, et puis une autre constante plus pragmatique qui est quand même un moment de pouvoir en vivre. J'ai pas envie d'être riche avec mon art, mais j'ai envie de pouvoir en vivre. Bien sûr. Ouais. Et savoir à un moment peut-être dissocier les choses, justement. Parce que moi je connais, par exemple, j'ai des exemples de musiciens qui travaillent, qui ne corrompent pas du tout leur travail, mais qui travaillent dans l'illustration sonore, et qui parallèlement leur laissent une marge de manœuvre qui leur permet de vraiment s'exprimer dans le cadre d'un album, dans le cadre de leur musique. Vraiment, moi je pense que mon espoir serait d'arriver à une situation viable comme ça. Moi je sais que vu ce que je fais, que je manipule comme l'image, j'ai certains médias qui peuvent s'ouvrir à moi, faire des affiches, faire du flyer, de la communication, ça restera dans des projets que j'aime. Et après, toujours des œuvres que je veux travailler, où là, je n'ai aucune restriction à avoir, je travaille pas à la commande, c'est des choses où là, je briderai pas pour autant ma création pour quelque chose de pécunier, mais je saurais répondre à des attentes. Donc je saurais travailler sur commande. Et pour moi, l'espoir, ça serait ça, d'arriver à cet équilibre. Oui, je suis un peu dans cette J'ai perspective. J'ai pas envie de me mettre la pression et me dire que je pourrais vivre en vendant mes œuvres. Je préfère me dire que je pourrais vendre mon travail. D'accord. Je sais pas si la dissociation est claire. Si. Très clair. Hein. Si, Ouais. tu exprimes très bien. Voilà, c'est un peu la même chose pour moi. Donc c'est partagé par Yamina. Oui, je pense que là, pour ça, oui. On se rejoint pour ça. Bon, j'espère que pas que pour ça. Non. T'as des projets aussi. J'ai des projets, moi. T'as une BD. Ah oui, ma BD, oui. Voilà, merci Maxime. On a bien fait de t'inviter aussi, parce que avec Yamina, on aurait été un peu juste. Non, mais moi, je n'ai rien à dire, c'est bien connu. Non, mais Il a dit qu'il a fait porte-parole, donc. c'est mon manager. Non, mais oui, mais ça c'est un projet très personnel. Il faut que je travaille. J'aime pas parler de ce qui n'est pas encore fait, mais c'est un projet. C'est une qualité. Suite à une nouvelle, je sais pas, Ouais. que j'ai lue, et quand j'ai lu cette nouvelle, au moment où je la lisais, je me disais mais il faut que j'en fasse une bande dessinée. Ouais. Et je l'ai un peu arrêté là. Non, mais c'est La BD. important. Si C'est tu veux, dommage. dans Je une vais m'y émission remettre. comme ça, là, c'est important de parler de ces choses qu'on prépare, qu'on va voir. Oui, Parce que bien sûr. les gens qui nous écoutent, on essaye de leur faire découvrir ce qu'on est. Parce que les artistes dans cette société sont tellement marginalisés d'une certaine manière, quand tu vois que, parce que justement les gens, c'est un mythe l'artiste. Qu'est-ce que c'est? C'est les gens, des glandeurs, des bouffeurs de thunes, de subventions, de je sais pas quoi.
voilà, mais les artistes, on est comme tout le monde, quoi. On fonctionne, et c'est important de leur montrer un petit peu nos hésitations, nos espoirs, nos désespoirs. Voilà. Ouais. C'est juste pour une question, pour les informer et puis pour qu'ils nous regardent autrement, quoi, parce que qu'ils regardent l'art autrement. Voilà. Moi, j'aime aussi beaucoup le terme artisan. Et souvent, j'aime m'y référer. Ouais. Le faiseur, en fait. Vraiment, quelque chose qui, des fois, m'a démystifié un peu ce rôle de... Parce que je pense qu'on mystifie un peu l'artiste maintenant, parce qu'on est dans ce côté art conceptuel. Ouais. Comme si tout ne devrait être qu'une résultante d'une démarche de conceptualisation. Donc, on place un peu l'artiste sur un piédestal. Alors que il est comme tout le monde, l'artiste, c'est juste que ses sensibilités le poussent à s'exprimer comme ça et à trouver sa place comme ça dans la société. Mais il n'a pas plus de mérite qu'un infirmier ou... Moi, je veux pas placer l'artiste au-dessus des autres. Je trouve que chacun, une société plus juste serait ça, une société équilibrée, et on s'apporte tous mutuellement des choses. Je peux apporter un peu de joie ou d'ouverture dans l'esprit de quelqu'un dans sa journée s'il trouve quelque chose d'intéressant dans mes collages, mais lui m'apportera autre chose. Robert, il sa utilise fonction, le terme l'artisan d'art. Tu l'utilises, ce terme? Ah ouais? Bah, on avait une discussion il y a 2 semaines en arrière. C'était avec Tania, je crois. Ouais, enfin, c'est-à-dire que l'artisan d'art, je suis un peu plus réservé. J'adhère tout à fait à ce que raconte Maxime, parce que c'est la manière de le raconter que je trouve sympa. L'artisan d'art, il y a quand même pas, il faut pas confondre, il faut pas faire de confusion. L'artiste aujourd'hui, c'est un chercheur. Je parle de l'artiste d'aujourd'hui. Je parle pas du praticien d'hier. Il y a des praticiens, il y a des artistes praticiens qui peuvent devenir des artisans d'art, mais c'est différent parce que un artiste chercheur, il cherche, il propose des choses, mais pas forcément finies, pas forcément, mais voilà, pas avec des résultats. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est dans ce sens-là que tu as raconté ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, parce que l'artisan d'art, bon, bah oui, c'est le mec qui a un métier, qui fait les choses, qui les répète, etc. Mais il n'y a pas cette mise en danger qu'il y a chez l'artiste contemporain, quoi, qui se met vraiment. C'est pour ça aussi que les thunes devraient être un peu mieux réparties, parce que en tenant compte justement si tu veux, les gens actuellement au pouvoir brident la recherche, justement, ils veulent sabrer les crédits de la recherche parce que ça produit pas. Évidemment, ça produit pas tout de suite. Il y a la recherche qui produit, puis la recherche qui produit pas. Mais la recherche qui produit pas est vachement plus importante, de mon point de vue, que la recherche qui produit, parce que voilà, c'est l'exploration, et si on fout ça en l'air, parce que en restreignant les crédits, ben on fout en l'air l'avenir je veux pas dire du pays, parce que c'est un peu con de parler de pays, mais de cet espace géographique où nous vivons. Ouais, c'est Tania qui a dit que c'est le pays a besoin de l'art. Oui, mais j'évite le mot pays parce que ça, tout de suite, tu vois le drapeau tricolore, les anciens combattants, le monument aux morts. Moi, je vois le drapeau de mon pays. Ouais, d'accord. C'est pas Jean, tricolore. Là, je peux peut-être vous raconter une histoire. Je vais essayer d'aller très vite. Qui n'a qu'un apparent lointain rapport avec l'autorité, mais quoique. Je reviens souvent à la Renaissance, moi, mais c'est vrai que c'était une époque extraordinaire. Comme de Médicis, en particulier, son autorité, c'était vraiment une espèce de mécénat idéal, hein, qui faisait que les artistes étaient totalement dégagés de des contraintes matérielles, et qui n'étaient forcés à rien d'autre qu'à s'exprimer le plus largement possible. Alors je voulais vous raconter l'histoire d'un sculpteur, de Donatello, qui est né à Florence en 1386. Encore adolescent, il entre dans l'atelier de Lorenzo Ghiberti, où il fait la connaissance de Brunelleschi. Chacun tirant parti des trouvailles de l'autre, ils acquièrent rapidement une grande notoriété. Avec Ghiberti lui-même, Masaccio et Luca della Robbia, ils seront les grands rénovateurs de l'art italien. Si sa sculpture n'a pas la puissance de celle de Michel-Ange, son extrême finesse et son habileté compensent magnifiquement. Il était le maître des attitudes et des expressions, et savait rendre comme personne la lumière intérieure des êtres qu'il sculptait. On a pu dire ainsi que les personnages de Donatello ne souriaient pas, mais qu'ils avaient l'air heureux. En 1434, Côme de Médicis le prend sous sa protection, ce qui permet à Donatello de ne plus s'occuper des questions d'argent.
Sa seule ambition était en effet d'avoir une maison entourée d'un jardin et d'une vigne, avec un atelier où il pourrait travailler dans le calme. Lorsque Côme meurt, en 1464, il demande par testament que Donatello reste entretenu par les Médicis et lui fait don d'une propriété. Voyant alors ses héritiers s'empresser autour de lui et sentant sa fin prochaine, le grand sculpteur les prévient. « Ce n'est pas à vous que je vais laisser ma propriété, car jusqu'à ce jour, vous ne vous en êtes pas occupé sinon pour chercher à savoir auquel d'entre vous elle reviendrait. Je la laisserai donc au brave homme qui en a travaillé la terre et qui a peiné et continue de peiner dessus. Vous pouvez donc aller en paix, mes chers parents, et soyez bénis. » Excuse me. Merci. C'est la fable du laboureur, quasiment. C'est à peu près. À peu près, ouais. Bien. Est-ce que, Christophe, tu pourrais nous alléger un peu cette atmosphère quattrocentiste avec une petite musique de Oui, Une musique de mon j'en sais rien. J'en sais rien. Ouais. J'en sais rien. On en rêvait. Ah oui. On la rêvait de la vie, de ce secret du formulaire dessiné. J'en sais rien, en concert à la fête de Radio Libertaire. Ah ouais. Devons-nous préciser. Et nous le précisons, la fête de Radio Libertaire qui a lieu le 21 et le 22 mars. Tout à fait, à la clé. À la clé. Métro, convention. Métro, convention. Ouais. Non, je suis pas sûr de. Non, pas sûr. Sancier de Menton. Sancier de Menton. Bravo Igor. Merci Igor. Je connais Paris. Il connaît Paris Ouais. par cœur. Il a tout fait à pince. Et il y a donc un concert de j'en sais rien à la clé. À la clé. Vous serez deux. Et on sera deux. On sera deux. On sera deux avec plein d'instruments. Enfin, on va peut-être faire formation réduite parce qu'on est que deux, mais normalement il y a violon, piano, accordéon, mélodica, carillon, guitare. Là, on va peut-être alléger un peu notre bagage. Oui, parce que quand même, c'est ta comparse. C'est une fille avec Ma qui... coéquipière. Ta coéquipière, oui, quand même, avoir une grosse caisse sur le dos, un violon, un accordéon Ouais, et tout. elle a les reins solides. Comme Oui, on dit. elle a... 1m50, 25 kilos, c'est une brute. Hein. Ouais. Complètement. Architecte, ingénieur dans le civil. Ah non, arrête, parce que là, je commence à avoir la tête qui enfin, fait je boum. vais pas... On Non, n'a pas non. assez de temps pour Non, je vais priser un Il peu. a pourtant prévenu, il a horreur des premiers de la classe. Ouais. Ouais, mais bon, elle était au fond de la classe. Bien. C'est vrai que je l'ai récupérée. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est une anti-chanson d'amour qui sent le poisson. Ça s'appelle Poisson d'amour. Oh, je vous envoie ça. J'ai compris tout le sens de ces chansons d'amour. Mon amour m'a quitté, maintenant j'ai peur du jour. Ça ne devait rien changer, je n'avais rien en retour. Mais la simple pensée d'être privé d'amour, mon amour est coincé. Le tien a mis le bout, il me reste le vent pour sombrer à mon tour. Quand je toucherai le fond, le grand mur de béton, je prendrai une impulsion, écrirai mon amour, mon amour. Derrière le raisonnable, et moi amoureux comme un con. Elle ne veut pas de moi, faut que je me fasse une raison. Elle ne m'aimera pas, faut que je noie le poisson. Mon amour est déchiré, plus d'espoir, plus d'illusion. À la limite je préférais, ça me faisait tenir bon. Me v'là au pied du mur, faut que je sorte mon harpon. Elle ne veut pas de moi, faut que je me fasse une raison. Mon amour. À manger le poisson, elle ne m'a pas laissé le temps de dire pardon. Je finis ma bouteille, je remonte mon pantalon. Un nouveau jour se lève dans une autre prison. Mon amour, moi je t'aime et toi c'est pas
ta faute. C'est la vie qui s'emmerde et nous fait porter le chapeau. De toute façon c'est pareil, l'amour n'est qu'illusion. Au 15 on se rappelle, on mange du poisson, mon amour. Ça n'est qu'une chanson de plus, histoire d'amour à la con, chaque fois c'est pareil. Tu dégueules tes sanglots, ça n'est qu'une chanson de plus, ritournelle de pauvre con, et l'amour à la belle, bah ça pue le poisson, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui est toujours sans Dieu, sans maître et sans publicité. On vous la baille belle, avec une chanson de notre camarade Jean Sérien, qui sera, comme on vous l'a dit il y a quelques instants, à la fête de Radio Libertaire, avec une piano. Oui, voilà. Ils n'auront pas tous leurs instruments parce que là, il faut vraiment Avec une femme orchestre. avec une femme orchestre, voilà. Une femme orchestre. Rappelle-nous son cursus universitaire. Madame Claire Germain, diplômée de l'école d'architecte de Versailles, avec un double cursus ingénieur donc et architecte. Merci beaucoup. On se sent un peu petit après tout ça. Jean, Une histoire de chef-d'œuvre. 6 tapisseries tissées dans les Flandres entre 1484 et 1500. En 1850, par un petit matin pluvieux, la bonne dame de Nohant, l'écrivain ou écrivaine, je sais toujours pas si on s'est fixé là-dessus, Georges Sand, se rend au château de Boussac, qui abrite la sous-préfecture du département de la Creuse. Essuyant comme tous les visiteurs ses chaussures boueuses sur le tapis de l'entrée, elle en remarque le dessin qui l'intrigue fort. C'est curieux, se dit-elle, on dirait un motif médiéval. Elle demande alors aux différents responsables du lieu si quelqu'un sait d'où provient ce tapis. Non, lui répond-on, mais il y en a d'autres dans les couloirs, au premier étage. Toujours plus intriguée, Georges Sand monte alors l'escalier, où elle découvre l'un après l'autre 5 autres tapis, en bien meilleur état que le premier, et qui semblent être une déclinaison du même motif. Persuadée d'avoir trouvé les tapisseries du Moyen-Âge, l'écrivain a alors appelé Prosper Mérimée, avec lequel elle a eu quelques années auparavant une brève liaison, et qui est à l'époque inspecteur des monuments historiques. Prosper, notre cher Prosper, qui connaît bien ça Georges, se précipite alors à Boussac et confirme qu'il s'agit d'une série absolument exceptionnelle. Les 6 tapisseries reprennent les mêmes éléments. Au centre, sur une sorte d'île, une femme est entourée d'une licorne à droite et d'un lion à gauche, chacun des deux tenant un pennon armorié. 5 d'entre elles illustrent un sens, le goût, l'ouïe, la vue, l'odorat et le toucher. La 6e est beaucoup plus difficile à interpréter. La licorne et le lion maintiennent une tente entr'ouverte sur laquelle on peut lire « À mon seul désir ». Une suivante tend à la dame un coffret chargé de bijoux. Mais qui est cette dame à la licorne ? Les armes sur les pennons sont identifiées par d'éminents sigillographes comme étant celles de la famille Leviste. Pourrait-il s'agir de Claude Leviste, veuve de Geoffroy de Balzac, follement aimé de Jean de Chabannes, qui aurait commandé les tentures pour conquérir son cœur? On ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'il en existait d'autres, que l'ex-propriétaire du château, un certain comte de Carbonnières, découpa un jour en morceaux pour en couvrir des charrettes. Les 6 tapisseries ont été vendues en 1882 au Musée national du Moyen-Âge. Vous pouvez aller les admirer au Thermes et Hôtel de Cluny, c'est 6 place Paul Painlevé, dans le 5e arrondissement de Paris. Voilà, comme on peut remarquer, un peu attristé, comment les créations artistiques peuvent être traitées.
C'est la vie équilibrée dont parlait notre ami Maxime tout à l'heure. Pas mettre les artistes au-dessus des autres. Ouais, c'est ça, oui. Ou alors comme Van Gogh. Mais là, c'était carrément en dessous, sous les pieds. Sous les pieds. Ouais. Et Van Gogh qui avait offert une toile à son médecin qui soignait à Saint-Rémy, et ce gland qu'il avait mis pour boucher un poulailler, je sais pas quoi. Enfin, bon. Il avait échangé contre des œufs ou c'était un médecin? Non, c'était un médecin. C'est son médecin. C'est quand il était à l'hôpital de Saint-Rémy, il lui avait filé une toile et l'autre là, il y avait un poulailler où il lui servi de porte pour un poulailler. Ouais, c'est ça, tout à fait. Vous savez ce qui s'est passé avec un tableau de Cézanne quand il était encore sur Paris? Il a exposé comme des autres impressionnistes à cette époque-là dans le magasin de Père Tanguy. Certes, c'est ce qui leur a vendu la peinture, etc. Et puis à un moment donné, il y avait un monsieur de l'air bourgeois qui est passé devant le magasin. Il a vu une toile avec des pommes Cézanne. Et il est rentré, il dit combien ça coûte cette toile, s'il vous plaît? Cette toile, elle coûte 50 €. Ah non, je pourrais donner que 15. Et Tanguy lui dit, ah tant pis, je peux pas le vendre. Et à ce moment-là, la femme de Tanguy est descendue et il a dit à monsieur, vous voulez pour 15 €? Lui dit oui. Il a découpé et il a donné que 3 pommes à monsieur pour 15 €. Donc la moitié de la toile. Bon. Quel esprit pragmatique. Mais ils ont gagné, ça c'est génial, ils ont gagné 15 €. 15 €. C'est ça pour Cézanne. Ouais, et ils ont bousillé une toile. De Cézanne. Bien, Yamina, pardon, et Maxime, on va se dire au revoir. Est-ce que vous pourriez conclure là, c'est notre petite vengeance là pour essayer de. Bref, non, je déconne. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter c'est vrai que c'est un peu court tout ça pour parler de deux jeunes artistes, mais bon. Est-ce qu'il vous vient comme ça à la tête des mots, des idées qui pourraient servir de conclusion à cette émission avec vous? Ouais, Maxime, sûrement, je pense. Je vois que ça fume. Avec nous, je sais pas. Il y a plein de choses à dire. Bah dites. On a encore, je pense qu'il y a 7 minutes. Il faut conclure. Je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir venant de nous. Parce que moi, je me rends compte qu'en fait, je suis attiré maintenant par toute forme de... Via le collage, en fait, je me suis rendu compte que plein de formes artistiques m'intéressaient. Comme par exemple, je manipule des photos et je commence à avoir l'envie de manipuler mes propres photos. Donc de fait, je m'intéresse à la photo, je m'intéresse à la vidéo, je m'intéresse beaucoup aux techniques d'impression. Parce que je veux faire des œuvres de plus en plus grandes et qu'à un moment je vais être obligé de déléguer à d'autres personnes, donc j'aimerais connaître le processus. Donc moi je trouve ça hyper enthousiasmant. Je vis une période superbe puisque ça m'amène vers plein de choses, naturellement vers plein de choses. Oui, en fait on est plein d'espoir, d'ouverture. On est plein, ouais, moi je sais pas, me sens plein de projets, plein d'espoir et je vais faire en sorte de mettre et surtout ma vie. On n'a rien à perdre. Ouais. On est déjà en crise depuis longtemps, donc. Ouais. Bon, on espère. Pas rien à perdre, mais. Mais si, on n'a rien à perdre. Oui, on est déjà dans la mettre. Je suis plutôt prête à tout y mettre, plus que dire que j'ai rien à perdre. D'accord, ouais, c'est peut-être plus optimiste, moins blasé, c'est comme formulation. Parce que rien à perdre. Mais la crise n'intervient pas du tout là-dedans. Non, mais. D'ailleurs, la crise, est-ce qu'on la ressent vraiment? Surtout pas dans l'arme. Ouais. Moi, j'ai pas perdu beaucoup dans la chute de Bernard Madoff. Non, je pense qu'ici personne n'a perdu quelque chose, mais bon. Mais tu sais, Maxime, quand j'ai perdu 30 centimes, j'espère que tu éprouves un peu de compassion pour moi, Maxime. Quand tu voudras faire les choses de toujours plus grand et plus grand, tu vas finir comme notre ami américain Jeff Koons, qui alors irait à Wall Street pour travailler, pour gagner l'argent pour tes grandes œuvres. Donc, pour pouvoir faire bosser après la crise, pour pouvoir faire bosser 150 personnes. Prononcer Jeff Koons. Jeff Koons. À mon échelle, je cherche déjà à aller travailler dans une librairie à mi-temps. Comme Sarko, c'est Sarko. On a encore le temps. C'est qui Sarko? Vas-y.
Le grand sarcophage. Bien. Quelle personne heureuse. Maxime et Yamina, merci. On espère qu'on vous reverra parce que vous avez encore tellement de choses à nous dire. On tiendra que Maxime est un fabuleux porte-parole, qu'elle a du pot, Yamina. En fin de compte, on aimerait bien en avoir un comme ça, nous aussi, mais voilà. Manque de pot. Voilà. La prochaine de Arakaï, donc c'est la semaine prochaine avec qui donc? Avec Géraldine Alibeux et deux de ses potesses. Géraldine Alibeux, auteur-illustrateur. Je pense qu'on va s'en souvenir aussi. Et en attendant, on va nous causer de deux expos. Eh ben, il y en a une justement pour Maxime, puisqu'il commence à ressentir le besoin de travailler avec ses propres photos. Sophie Ristel-Weber, c'est au musée du Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est jusqu'au 22 mars. Une réflexion sur le territoire et son histoire par le prisme d'une approche très singulière des ruines et des traces laissées par l'homme dans des lieux dévastés par la guerre. Une photographe qui témoigne avec force des effets des conflits sur la planète et sur les corps. Et puis là, c'est plutôt de la peinture. Asger Jorn, au centre Beaubourg, place Georges Pompidou, dans le 4e arrondissement. Ça, c'est jusqu'au 11 mai. L'œuvre dessinée du cofondateur du mouvement Cobra. Bien. Alors donc, au revoir Maxime, au revoir Maya. Yamina. Oh. Mais non, c'est à cause de... C'est Igor avec Maya, la veille. Igor qui nous... Maya, elle viendra dans un mois. Hein. Pardon, Yamina, non. Mais non, c'est un très joli prénom, je Yamina. Et la prochaine fois, elle va dire à Maya, bonjour Yamina. Bonjour Yamina. Ouais, des fois, il y a des trucs dans la tête comme ça. Non, mais Yamina a un très beau sourire. C'est vraiment un visage du sud, de Nice, où j'ai vécu pendant quelques années. J'ai le type niçois. Le type niçois, oui. J'avais une amie niçoise, qui est... Allez dire ça à un niçois, il va être content. Oui. Oh, mais je t'assure que j'avais une amie niçoise, une pure niçoise avec un prénom italien, et elle avait vraiment un visage comme le tien, oui, tout à fait. On enviait son Jean-Christophe à Yamina, on envie sa Yamina à Jean-Christophe. Non, à Maxime. À Maxime. Décidément. Vous deux, j'ai envie, alors là. C'est là, c'est fini. Maintenant que je suis là. C'est fini, on boira plus. C'est fini, c'est fini, on boira plus, on sniffera plus voilà, rien. Jean-Christophe, on est grillé. Ouais, on va peut-être s'y remettre. Non, mais comment vous voulez qu'on ait plus d'1h30 de plage, là, au bout d'1h30, c'est fini. J'ai pas entendu Maxime. Bon, salut Jean. Alors, Salut. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir. Au revoir. Et Arraka Nick Sarko. Ah, c'est votre copain. Ça, c'est le jingle. C'est le jingle de fin, revu par Jean-Christophe. C'est notre slogan. Salut. Salut à tous.